Mes amis, bien le bonjour. Des fois, tu sens que les choses ne vont pas dans ta vie. Tu réalises que tu tentes des choses, tu échoues, que tu es quelqu'un qui a toujours travaillé, qui a toujours étudié, qui a toujours fait des efforts, mais en réalité, tu vois que peut-être tu n'as pas de paiement, tu n'as pas de rétribution à la hauteur des efforts que tu es en train de donner. Et aujourd'hui, je viens te parler. J'aimerais te dire que ou te réveiller à l'idée qu'il s'agit du fruit d'un système. Le système est programmé contre toi. Mais alors attention, mon but n'est pas de venir pleurer avec toi, n'est pas venir te décourager en te disant bon ben le système est programmé ainsi que c'est fait pour causer l'échec, donc c'est comme ça et pas autrement. Non, c'est pas mon but, c'est pas mon discours. Mon discours, c'est te réveiller à cette mécanique. On va prendre des exemples, on va parler. Cette vidéo donnera l'impression d'aller dans tous les sens, comme souvent mes vidéos d'ailleurs, mais en réalité, il y a un fil directeur très important. Je vais donner des exemples, des définitions, parler de certaines situations, et mon but de manière ultime, c'est quoi? C'est t'ouvrir les yeux sur les phénomènes, sur les enjeux cachés qui sont finalement, c'est comme une partie truquée. Moi, je te montre le trucage de la partie. Une fois que tu ouvres les yeux dessus, à ce moment-là, tu peux agir mieux pour défendre tes intérêts. Ça signifie qu'une fois que tu ouvres les yeux, après tu peux faire ta révolution personnelle. Il faut que tu deviennes un révolutionnaire, mais un révolutionnaire, pas nécessairement dans le sens collectif, du terme, dans le sens Fidel Castro, mais que tu deviennes un révolutionnaire dans le sens personnel du terme, que tu reprennes le contrôle de ta vie, que tu reprennes le contrôle de ta liberté sur tous les plans. Et on va voir que l'une des libertés, dans le contexte de cette vidéo, l'une des libertés les plus importantes, c'est la liberté économique. Et je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est beaucoup plus profond. Vous allez le comprendre au fur et à mesure qu'on avancera dans cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer peut-être par un exemple qui me vient en tête. Imagine la chose suivante, c'est juste là juste pour commencer, c'est juste une lampe. Regarde, il n'y a rien de spécial, c'est juste une lampe ultra puissante par ailleurs, c'est une lampe de plongée, c'est un objet en métal que je porte de temps en temps. Ça a un côté rassurant comme ça, mais il y a pas un autre symbolisme impliqué. Alors, je te disais, imagine la situation suivante. On a 2 femmes qui ont 20 ans chacune, 2 femmes de 20 ans. L'une, par exemple, vit dans un coin paumé, mettons quelque part vers l'Érythrée. Elle se réveille le matin, sa famille, elle a une maman qui ne travaille pas, elle a son papa qui va quelque part chercher un travail tous les jours, un travail différent dans des chantiers ou autres, il les manœuvre, n'est-ce pas? Elle vit dans un village avec des huttes de chaume ou quelque chose de similaire. Il y a pas de route, c'est juste des pistes, tu vois? Et puis elle se lève le matin, elle met son frère sur le dos et puis elle va marcher vers un puits. Chaque journée, ça commence par faire des kilomètres en tirant un chariot. Dans ce chariot, il y a des bidons, elle va arriver à un puits, faire la queue avec beaucoup de villageois, remplir les fûts et revenir à la maison sur les coups de midi. Donc ça, c'est tous les jours, elle vit comme ça. Maintenant, prenons une autre femme de 20 ans. Donc garde la première dans ta tête parce que je vais te poser une question. On va parler d'une deuxième. La deuxième est allemande, elle vit à Berlin. Elle vit dans un quartier chic. Son papa travaille, mettons, l'orchestre philharmonique, d'accord, de Berlin, qui est très connu. Elle fait des études de piano, tu vois, elle fait du piano parce qu'elle aimerait bien rejoindre cet orchestre un jour, tu vois. Elle a sa maman qui travaille, mettons, dans l'administration fédérale allemande, mettons au Bundestag, ils ont une Tesla, tu vois, ça c'est leur vie, n'est-ce pas? Et le soir, quand la nuit tombe, ces 2 femmes vont s'endormir. Et avant de dormir, je vais te dire un truc, attention à la question qui va arriver. Il y en a une qui, lorsqu'elle va s'endormir, commence à angoisser, ça fait longtemps que ça dure, commence à angoisser au sujet des changements climatiques, tu vois? Commence à réfléchir au climat, OK? Elle a des idées comme ça et elle a vu des images d'ours et elle se demande,
comment ça va se passer pour ces ours et si dans le futur, les écosystèmes ne vont pas complètement être détruits par les humains et leur avidité et tout ça, tu vois? Donc, il y a une fille, il y a l'une des 2 qui a ce genre de pensée avant de dormir. Donc, la question que je te pose, moi, aujourd'hui, c'est à ton avis laquelle a ces pensées-là? Est-ce que c'est la, fille qui vit en Érythrée, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est la jeune Allemande de Berlin? Voilà. Donc, bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais bon, c'est comme les poissons, tu sais, il y a des poissons qui volent, ça ne veut pas dire que tous les poissons volent, tu verras jamais une baleine qui vole, il faudrait un turboréacteur, mais on se comprend. Tu as, répondu que c'est l'allemande qui réfléchit comme ça. Et pourquoi tu as répondu comme ceci? En répondant comme ça, tu es en train de valider un concept très important. C'est un concept enraciné en chacun de nous. C'est un concept de matérialisme philosophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience de l'humain est créée par ses conditions matérielles. C'est très brutal ce que je suis en train de dire. C'est vraiment ultra brutal, mais la réalité, c'est que la conscience de chaque humain, eh bien, est créée par les conditions matérielles dans lesquelles il vit. Tu pourras toujours trouver des exceptions. Tu pourras toujours trouver quelqu'un qui a fait vœu de pauvreté, qui est fauché, qui vit dans une grotte, qui a lu des milliers de livres, qui est un sage, ça peut arriver. C'est pas, je dis pas que c'est impossible. Mais c'est comme le poisson volant. Le poisson volant existe, la baleine volante n'existe pas. Donc, en pratique, pour des millions de gens dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. L'autre problème avec ceci, c'est que si on regarde la philosophie, si on regarde la philosophie humaine, plus grand philosophe, on peut trouver toujours des exceptions bien sûr, on va réaliser que c'était des gens qui étaient dans leur société, on va dire, faisaient partie de la classe des nantis. C'était des gens riches, c'était des gens bien installés, comme on dit, n'est-ce pas? Qui ont pu justement accéder à un certain nombre d'arts nobles. Certains faisaient de la musique, faisaient de la littérature, de la politique, allaient discourir dans les parlements, tout ça, faisaient de la philosophie également, tu vois? De sorte que la philosophie, en réalité, quand tu regardes les grands courants philosophiques, c'est peut-être, ça se défend, mais le contraire se défend aussi, c'est potentiellement la philosophie, c'est peut-être la préoccupation des classes dominantes après tout. Ok? Juste, je te mets ça entre parenthèses, on le laisse, on l'abordera potentiellement dans une autre vidéo si celle-ci, bien entendu, vous intéresse. Pour me montrer que vous avez un intérêt particulier dans cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi des likes, abonnez-vous, mettez un commentaire, ce que ça vous inspire. S'il y a des questions, c'est comme ça que personnellement, c'est des choses qui y a tout le temps dans ma tête. J'en parle pas tout le temps, j'en parle pas constamment, mais ça sous-tend les actions dans ma vie, ça sous-tend toutes les vidéos que je fais, ça sous-tend les livres que j'écris. Il y a toujours ça en arrière-plan, même si j'en parle de manière aussi crue assez rarement. Mais si vous souhaitez que j'en parle plus, montrez-le-moi. OK, maintenant, on va laisser de côté ça, le matérialisme philosophique. Le matérialisme philosophique va sous-tendre tout le reste de la vidéo. On va le retrouver en particulier, par exemple, l'un des grands, on va dire le grand maître du matérialisme philosophique, c'est bien entendu Karl Marx. Le marxisme, très rapidement, entre parenthèses, c'est la critique du monde capitaliste. Et quand je dis critique, d'ailleurs, le titre s'appelle comment de son livre Das Kapital, le capital, c'est quoi le sous-titre? C'est critique de l'économie politique. Le mot critique, attention, il ne faut pas le comprendre dans le sens je critique, je dis du mal. J'attaque, je dis du mal, je viens critiquer tes habits, je viens critiquer ton travail. C'est rentré dans l'usage. Si je te critique, c'est que je dis du mal de toi. La critique ne veut pas dire ça vraiment, si on regarde bien dans la définition. On va dire un critique culinaire. Un critique culinaire, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à visiter les restaurants et dire du mal des restos. Il critique la cuisine, il l'analyse, il la décortique, il la commente. Critique d'art fait pareil, critique de cinéma, c'est pareil. Tu vois, un critique de cinéma peut laisser 9 sur 10 sur IMDb à un film. Pourtant, il est critique. La critique dans le sens démonter. Et tu regardes, il y a beaucoup de livres qui s'appellent, prends Emmanuel Kant par exemple, quand il a écrit son livre La critique de la raison pure, critique de la raison pure.
critique. Toujours ce mot revient. Beaucoup de philosophes ont écrit des livres qui commencent comme ça, parce qu'ils ont voulu se lancer à un moment donné dans une critique, dans une analyse approfondie. Sartre a écrit critique de la raison, dialectique, tu vois, où lui aussi s'est attaqué à une critique. Donc très important, critique ne veut pas dire casser ou détruire ou dire je suis contre. C'est pas ça du tout. Donc le livre de Karl Marx qui s'appelle Critique de la raison dialectique, ça c'est Sartre, Critique de l'économie politique, c'est un livre qui va démonter complètement le système et analyser le système capitalistique. On en fait quoi? C'est quoi le but de ce livre? T'en fais ce que tu veux. C'est un outil. C'est un outil. Tu peux devenir avec ça, tu peux devenir un Fidel Castro, tu peux devenir un Che Guevara, tu peux devenir un Vietnamien qui court dans les rizières, tu peux devenir aussi Donald Trump. C'est toi qui sais. C'est un outil. Et c'est un outil qui est malheureusement peu compris, peu exploité par la majorité des gens. Et pour cause, parce que la majorité des gens sont soumis au discours des classes dominantes, qui leur disent surtout touchez pas à ça. Tu peux trouver des millionnaires qui ont des éditions originales de ce livre chez eux, et tu peux trouver des gens qui vivent au SMIC qui disent ouais, moi, tu vois, le marxisme, bon, moi, ça m'intéresse pas. Alors que le marxisme, c'est ce qui te montre les chaînes que tu as sur toi, comment elles vont, à quoi elles sont connectées, et peut-être après, libre à toi de trouver le moyen de les casser. Une fois qu'il te met la lumière sur ces chaînes-là, qu'il te les montre. Tu vois, c'est juste ça, c'est juste un outil intellectuel comme un autre, et on est en train de l'utiliser aujourd'hui. Donc, maintenant, quand on regarde et là, c'est peut-être une des invitations que comporte cette vidéo à la révolution personnelle, c'est que quand on regarde Marx, on l'a souvent comparé à Hegel. Il était philosophe, il a beaucoup étudié Hegel, et au départ, il était aligné avec lui, mais très rapidement, il a complètement changé par rapport à Hegel. Et quand on parle de dialectique, si je te parle de dialectique marxiste et dialectique hegelienne, c'est quoi la différence? Alors bon, là, je vais être je vais donner des exemples très simples, très concrets, que tout le monde comprend. Je ne veux pas venir devant vous et faire des vidéos avec une terminologie compliquée qui exclut la majorité des gens et qui disent ouais, mais parle de quoi, j'ai pas compris. Non, le discours révolutionnaire, de la révolution personnelle ou de la révolution collective doit être compris par tout le monde. Donc il doit être accessible. C'est pas un discours qui va venir pédant avec des mots qui veulent rien dire. Oui, dialectique hegelienne. Non, non. Je vais te dire très simplement ce que ça veut dire dialectique hegelienne et marxienne. Tu vas très vite le comprendre. Dans 2 minutes, tu vas le comprendre. Regarde. Le cœur de la dialectique hegelienne, c'est ce qu'on appelle, on a tous fait ça à l'école, thèse, antithèse. Et vous avez tous deviné, c'est quoi le troisième? C'est la synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. C'est la dialectique hegelienne. Mais alors attention, et c'est là le gros problème. Ce n'est pas quelque chose qui vient seulement de l'école. Ce n'est pas une histoire d'école. Ce n'est pas une histoire de, bon ben voilà, je suis à l'école pour plaire au prof, il m'a donné un sujet et je suis obligé de partir sur une thèse, donc défendre le sujet, antithèse, dire le contraire, donner les points contre ce sujet-là, et la synthèse, essayer de marier les deux, merger les deux et sortir avec une solution harmonieuse. Ce n'est pas ça. Ça a été vendu comme ça, mais ce n'est pas ça. La dialectique hegelienne, c'est la manière d'Hegel de voir les grandes forces qu'il y a dans ce monde. Lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il y a un courant, mettons, social, par exemple. Il y a un courant social qui arrive, qui commence à emporter la société dans une direction. Hein. Tu as trouvé, je ne sais pas moi, aujourd'hui, pour parler d'aujourd'hui, mettons un discours woke, par exemple. Wokisme qui commence à s'emparer du monde de l'entreprise, de l'université, des médias, tout ça. Après, de l'autre côté, tu vas commencer à retrouver une résistance. Hein. Tu vas commencer à des gens qu'on appelle des conservateurs ou qu'on appelle de la droite ou traditionnalistes, ou peu importe les noms, parfois même des noms d'oiseaux que les uns donnent aux autres. Donc tu as quelque chose qui fait face, n'est-ce pas? Et après, on arrive à une nouvelle situation où les deux ont mergé, les deux ont synthétisé, on a une synthèse. Ça, c'est la vision, si tu veux, sociétale de Hegel. C'est comme ça qu'il voyait le monde. Mais alors, c'est quoi la vision marxiste du monde? Si je dois utiliser une terminologie hegelienne, comment je pourrais définir Karl Marx? Ah ben là, Karl Marx, c'est comme ceci. Thèse, antithèse,
Ça s'arrête là. Ou si tu veux, thèse, antithèse, révolution. Thèse, antithèse, destruction de la thèse, destruction de l'antithèse. Tu veux une preuve? C'est très simple. Tu vas chercher un texte qui est le texte le plus influent de l'histoire de l'humanité. D'accord? Je ne parle pas de la Bible ici. Euh, je parle du manifeste du Parti communiste qui a été écrit par Karl Marx et aussi par son acolyte Charles Engels. Charles Engels? Je peux s'appeler Charles. Engels. Et en fait, ce qu'il y a dedans, si tu veux, c'est un texte qui a été écrit dans les années 1830, grosso modo. Alors, je ne me rappelle plus la date exacte, mais il y a une information très importante dedans. Il dit, je te donne juste un exemple, il dit l'histoire du monde, ou l'histoire de l'humanité, ou du monde jusqu'à maintenant, l'histoire écrite du monde, n'est que la lutte des classes. Donc, lutte des classes, thèse, antithèse, ça signifie une classe qui va représenter la thèse, l'autre qui va représenter l'antithèse. On utilise une terminologie hegelienne, mais on n'est pas dans la philosophie hegelienne. Donc, une classe et une autre, donc la classe des oppresseurs et opprimés, tu vois, oppresseurs et opprimés, thèse, antithèse. Et alors, c'est quoi le résultat? Tu vas voir que le résultat n'est pas une synthèse. Tu vas voir que le résultat, non, je vais te donner la suite dans une seconde, tu vas voir que le résultat n'est pas que les deux classes d'oppresseurs et d'opprimés viennent ensemble, s'assoient à une table, et puis trouvent le moyen de dissoudre leurs conflits et leurs contradictions, et puis finalement nous sortent une synthèse. Non, ce n'est pas ça. Ils peuvent sortir une synthèse, mais la synthèse sera artificielle, la synthèse sera instable, la synthèse ne tiendra pas la route à cause de ces contradictions internes et elle finira par s'effondrer. C'est comme lorsque tu mélanges l'huile et le vinaigre, par exemple. Tu vas les mélanger. Alors, tu peux toujours prendre une fourchette et bien les battre. Pendant quelques secondes, tu as l'impression que tu as réussi ton coup, que tu as réussi ta synthèse. Mais en fait, c'est quelque chose qui résiste à la synthèse et ils vont finir par se séparer. Alors, la suite du texte dont je te parle, donc il dit que l'histoire du monde jusqu'à maintenant n'a été que la lutte des classes, donc oppresseurs, opprimés. Cette lutte, parfois cachée, parfois ouverte, s'est toujours terminée soit par la destruction des deux classes en lutte ou en conflit, soit par la transformation révolutionnaire de la société dans son entier. Tu vois? Il n'y a pas de thèse ici, il n'y a pas de synthèse. Il y a la destruction des deux. Et c'est là où on a une différence. On a un discours de Hegel qui est un discours progressiste où on va avoir deux systèmes opposés qui vont finalement, et c'est pour ça qu'on nous l'enseigne à l'école, c'est complètement faux. Enfin, faux, il n'y a pas de faux et de vrai. C'est pas quelque chose qu'on constate dans la pratique. C'est que ces deux systèmes vont finir par s'asseoir ensemble et puis se créer une synthèse. Alors que dans la logique ou dans la dialectique marxiste, il n'y a pas ça. Les systèmes vont finir par s'entretuer, se détruire l'un l'autre. Les deux vont se détruire. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir une destruction complète de la société et une retransformation révolutionnaire de celle-ci. Tu vois, donc, les éléments que je suis en train de te donner ici, c'est dans le but de réveiller en toi la vision de ces mécanismes et commencer à développer une conscience révolutionnaire que tu pourras utiliser dans ta vie personnelle. C'est très important. Je connais des gens, regarde, j'en ai rencontré à Dubaï, à l'île Maurice, tout ça, des personnes qui ont fait de très grandes fortunes, multimillionnaires. Et en fait, même si je suis conscient que ce n'est pas l'aspiration de tout le monde, mais je pense qu'un peu de liberté économique par exemple, est dans l'aspiration de tout le monde. D'autant plus que si on revient à l'exemple, l'Allemande et la fille qui vit en Érythrée, les conditions économiques finissent par définir notre conscience. Ça peut finir aussi par la détruire, mais ça c'est un autre discours, ça ne serait pas un discours marxiste. Enfin, potentiellement ça l'est. Alors, je vais donner peut-être donner un autre. Je te disais, je rencontre des gens ici et ailleurs, et c'est des gens qui ont fait tous leur révolution personnelle. C'est des gens
qui sont des marxistes qui s'ignorent. Parce que c'est des personnes qui te disent: «J'en avais ras-le-bol, j'étais en France, j'étais au Royaume-Uni, j'étais je ne sais pas où, en Espagne, en Belgique. Je me sentais exploité, on me prenait le fruit de mon travail», même si ce n'est pas la terminologie qu'ils vont nécessairement utiliser, mais tu peux la résumer comme ça. Et à un moment donné, j'ai décidé de briser mes chaînes, j'ai décidé de me libérer de ce système. Et comme le dit, il y a un youtubeur que je regarde de temps en temps qui s'appelle Nomade Capitaliste, la seule capitaliste, lui. Et pourtant, son discours est purement marxiste. Il n'y a pas vraiment... Parce que le discours marxiste est une critique du capitalisme. Critique, j'ai défini le mot avant. Donc, il n'y a pas vraiment de grande différence entre un discours marxiste et un discours capitalistique. C'est juste, ça dépend dans quel point de vue on se met, c'est tout. Mais au fond, on parle exactement de la même chose. Lui, il dit, dans Mad Capitaliste, ta première étape pour te libérer, c'est quitter le système. Sortir de ce système-là. Lui, par exemple, est contraire, ne veut pas entendre parler de ces gens qui disent oui, je vais créer un PEA et faire ça et investir dans tel machin et faire ça et il y a un tel mécanisme, il y a une loi un tel, il y a tel décret qui permettent de défiscaliser, qui permettent de... Lui ne veut pas entendre parler de ça. La seule chose qu'il veut entendre, tu veux te libérer d'un système, tu prends tes affaires, tu mets tes valises, tu quittes ce système. Je vous parlerai dans une autre vidéo que faire si on ne peut pas quitter le système, parce que je suis conscient, parce que je suis aussi réaliste, qu'on ne peut pas tout le temps quitter un système, et on fait quoi si on ne peut pas le quitter? Il y a des solutions qui ne sont pas des solutions parfaites, qui sont des solutions intermédiaires, mais il y a des possibilités. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Alors, je disais, les gens que je rencontre, c'est des gens qui sont dans une logique marxiste, pure. Ils veulent casser leur chaîne, ils veulent se réapproprier le fruit de leur travail, se réapproprier leur liberté, leur temps avec leurs enfants, leur temps avec leur famille, leur santé physique, leur santé mentale. Et forcément, on est dans un discours révolutionnaire. Ils ont fait leur révolution personnelle, même s'ils n'utilisent pas cette terminologie. Donc, je continue. Je vais vous parler d'un autre exemple. Un autre exemple qui va rejoindre le premier, mais dans une logique plus collective. Au départ, je vous ai parlé de conscience, et j'ai parlé de deux filles, une en Allemagne, une en Érythrée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, par exemple, du Royaume-Uni. Vous allez voir, je vais vous décrire une situation très particulière. Au Royaume-Uni, si tu regardes, le pays a une très forte obsession, qui n'est plus à démontrer, pour les banques et pour les prêts. La société vit de prêts. Tu arrives dans une route, tu peux avoir les maisons. Je te garantis qu'elles appartiennent à des banques et les gens qui vivent dedans payent des traites mensuelles aux banques, traites d'ailleurs qui sont très variables selon les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, ce qui veut dire que le Royaume-Uni vit encore à l'ère victorienne, n'a pas modernisé ce système-là, et les ménages doivent absorber les chocs des politiques financières du pays, ce qui est quand même extrêmement grave. Ça se passe comme ça dans pratiquement aucun pays évolué aujourd'hui. Mais ça se passe encore là-bas comme ça. Ça appartient aux banques. Les voitures garées devant appartiennent aux banques. Tu rentres dans les maisons, tu ouvres le placard, les habits ont été achetés par carte de crédit, Noël arrive, les cadeaux qui sont sous l'arbre ont été achetés par des prêts à la consommation, des cartes de crédit et autres. Donc en fait, c'est la vie à crédit. Alors, dans la logique de la vie à crédit, on a décidé de financiariser tout. Tout doit être un prétexte de créer une opportunité de crédit pour les banques. Je te donne par exemple les études. Les études, dans beaucoup de pays dans le monde, c'est considéré stratégique. C'est une question de vie ou de mort d'une nation. Permettre à tes jeunes, brillants, motivés, qui ont 18 ans, qui ont 19 ans et demi, qui veulent aller étudier, devenir médecin, devenir ingénieur, devenir quelque chose, tu dois pouvoir leur permettre. Même si tu le fais à perte, débrouille-toi. Taxe des gens, vends du pétrole, vends du gaz, vends n'importe quoi, prive-toi d'autres choses. Démerde-toi, débrouille-toi pour que ces jeunes puissent étudier. Dans beaucoup de pays dans le monde, ce qu'on fait, c'est qu'on peut étudier des fois pendant 5 ans, 10 ans, on peut étudier en payant tout simplement des frais d'inscription. On va avec un extrait de naissance, une photo, on arrive au secrétariat, stamp, voilà, et puis tu reçois ta carte d'étudiant dans le bureau à côté. Aussi simple que cela. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a décidé de transformer les études en privilège de caste. Les gens doivent payer des dizaines de milliers d'euros par an pour le privilège d'étudier. Pourquoi?
Parce que l'État ne s'intéresse pas à former les générations futures, mais s'intéresse uniquement à emprisonner le maximum de gens dans un système de dette au profit des banques. Donc voilà l'histoire. Quand tu arrives au Royaume-Uni, tu vas trouver que, par exemple, tu vas à l'hôpital et tu vas voir que la majorité du personnel de l'hôpital est d'origine étrangère. Les médecins sont presque, on a une ethnisation très forte des professions, sont presque beaucoup, je ne vais pas dire exclusivement, mais on se comprend, de l'Inde, vient de l'Inde. Tu vas trouver des infirmières, elles peuvent venir du Nigeria, elles peuvent venir du Sénégal, du Laos, du Vietnam, tout ça. De temps en temps, tu tombes sur un médecin australien que tu reconnais avec son accent, ou même un médecin américain. Mais je pense que dans ma vie, après avoir vécu 18 ans au Royaume-Uni, j'ai dû voir aller peut-être 3-4 médecins britanniques quand même. Ça existe, mais c'est très rare, c'est une ultra-minorité. Par contre, si tu vas aux caisses de supermarché, tu vas dans un supermarché, tu vas dans un Tesco par exemple, tu auras du mal à trouver un Indien travaillant là-bas. Ok? C'est des Britanniques, c'est des locaux qui travaillent dans ces métiers les plus précaires. Pourquoi? Parce que leur pays ne leur donne pas la possibilité d'étudier. Donc, ça crée quoi? Ça crée forcément un pays qui ne forme pas, qui ne donne pas l'opportunité à ses enfants, doit ramener les professionnels dont il a besoin de l'étranger. Ceci crée des vagues d'immigration qui causent l'insatisfaction des locaux, qui crée une fracture à l'intérieur du pays, une fracture sociétale très importante. Ça devient un enjeu d'élection, ça devient un enjeu de société, ça cause des tensions. Et après, bon, tu as le pays tel que tu peux le voir, qui est aujourd'hui méconnaissable. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que les choix, et ça c'est très important, ça a été défini par Karl Marx, observé plutôt, pas défini, il n'a rien défini du tout, il a observé, et c'est un observateur très pointu. En fait, les choix économiques que nous faisons ne définissent pas seulement qui va devenir riche, qui va devenir pauvre, qui va gagner de l'argent, qui va en perdre. Non, c'est pas ça. Finissent par définir qui nous sommes. Finissent par définir qui nous sommes en tant que personne, comme je vous ai dit au début de vidéo, mais aussi en tant que société, en tant que nation, en tant que pays. Tu vois, tu fais des choix purement économiques. Il suffit de décider, par exemple, que les études, moi, je veux que ça soit 25 000 € par an minimum, et puis, bon, on va ramener des banques partenaires, et puis elles vont prêter. 30 ans plus tard, tu as le Royaume-Uni. Tu ne sais même pas comment tu es arrivé. Tu as fait un choix économique. Et le choix économique est nécessairement un choix sociétal. Tu ne vois pas le résultat nécessairement tout de suite, mais tu le vois plus tard. Les choix économiques qu'on fait en tant que nation finissent par nous définir. En tant que personne aussi, d'ailleurs. Enfin, je te parle de ça. Donc, on va avancer. Si tu regardes, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire les choses, comme il y a toujours eu plusieurs manières de faire les choses. Je te donne un exemple tout bête. À l'époque où il y avait, par exemple, l'esclavagisme, il a eu ses défenseurs. Il y a des gens qui ont dit que c'était génial. Pour beaucoup, ils en profitaient, parce qu'ils possédaient eux-mêmes des esclaves. D'autres disaient, avec fatalisme, oui, mais tu peux toujours critiquer l'esclavagisme, mais je ne vois pas un autre système. Je veux dire, c'est un système parfait, ça fait des siècles ou des millénaires que ça existe. Je n'ai pas, juste comme ça, d'autres solutions sous la main. Ça, c'est le fatalisme. Il y avait d'autres qui étaient des gens qui pouvaient dire, oui, bon, peut-être ils étaient dans une logique hégélienne, et ils disaient, on peut l'humaniser, hein, on peut faire une meilleure Europe, on peut l'humaniser. On peut, par exemple, faire en sorte qu'il n'y ait pas de punition corporelle ou peut-être un peu moins violente. Peut-être qu'on devrait faire travailler les esclaves un peu moins, n'est-ce pas? Faire des journées un peu plus courtes, accorder des pauses plus longues, peut-être donner une meilleure nourriture, tu vois? Là, tu es dans un discours hegelien. On cherche une synthèse. On va chercher à travailler avec, tu vois? À les rencontrer au milieu, tu vois? Et là, tu as le discours radical. Le discours radical, c'est non, on va le détruire. Il n'y a pas d'esclavagisme. Tu n'as pas le droit de posséder des humains. Tu n'as pas le droit de les vendre. Non, ça n'existe pas. Ça va s'arrêter net. Ça, c'est le discours radical. Donc, je te dis un truc. Dans la société, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, tu vas très difficilement avoir des gens qui vont te donner des discours radicaux. Les gens on dirait qu'ils ont été
Il y a quelqu'un que j'ai rencontré récemment qui m'a dit: «Ils sont devenus du bétail fiscal». Tu sais, on peut définir plein de choses de manière fiscale. C'est comme, par exemple, tu connais les chevaux fiscaux de la voiture, hein. C'est pas les chevaux de puissance vapeur, c'est pas la puissance que donne nécessairement le moteur, mais on peut avoir une manière, par exemple, avec la cylindrée, de définir ce qu'on appelle un cheval fiscal, sur lequel on va percevoir une taxe. Tu peux aussi avoir une définition de bétail fiscal, tu vois? De gens qui sont là et qu'on a programmés pour continuer dans un système inique, dans un système qui les écrase, qui les détruit. Il détruit de génération en génération. Des enfants naissent en sachant qu'ils seront détruits, mais on continue à reproduire le même système. Jusqu'à quand? Sachant que le système lui-même est en train de s'effondrer. Ce système-là, malgré tout ce qu'il a pris, il finit par s'effondrer. C'est comme le système esclavagiste. Avec tout ce qu'il a pris comme humain, il les a transférés des pays à l'autre en tuant la moitié en cours de chemin et tout ça, il s'est arrangé pour faire faillite et s'effondrer. Tu vois? C'est quand même dingue. Les systèmes s'effondrent toujours sur le poids de leurs contradictions. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est les aider un petit peu. Ça, c'est bien, hein, dans un petit coup comme ça pour accélérer les choses. Mais fondamentalement, ce qu'on peut faire, euh, c'est essayer de faire ça à un niveau personnel. C'est essayer de faire sa révolution personnelle en développant une conscience des rapports qui sont là, en développant une conscience que, en fait, tu dois t'élever avant de... Et ça, tu vas aller à contre-courant. Parce que si je reprends la thèse centrale de cette vidéo, c'est que les circonstances ou les conditions matérielles vont définir notre conscience. Mais il y a quelque chose que tu dois faire, c'est définir toi-même ta conscience, remodeler ta conscience avant que tes conditions matérielles ne changent. Mais finalement, quand tu redéfiniras ta conscience, tes conditions matérielles changeront. Parce que ton rapport au monde, ton rapport aux choses changera. Tu deviendras toi une autre personne. Parce qu'il y a des choix, ces choix-là nous définissent en tant que société, en tant que nation, mais aussi en tant que personne. Alors, je te parle peut-être un dernier point qui est très important dans cette vidéo. C'est par exemple, on peut faire une lecture. Il y a plusieurs manières de lire les choses. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit c'est faux, j'ai moi-même arrêté, j'ai dit non, non, il n'y a pas de faux et de vrai. Comme dans cette vidéo. Elle n'est pas vraie, elle n'est pas fausse. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord. C'est une lecture qui se fait à un certain niveau. Est-ce qu'il y a d'autres lectures possibles? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Si tu regardes, j'ai fait une vidéo il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je te la mets en lien sous celle-ci. C'est une vidéo qui va parler d'un certain nombre de problèmes de vie et qui s'inscrit purement dans une dimension nietzschienne. Purement dans cette dimension-là. Toute la vidéo, elle reste selon une ligne très droite de dialectique nietzschienne. En fait, quand on a un problème, et ça c'est très puissant, parce qu'au-delà de cette vidéo, au lieu d'être d'accord ou pas d'accord, c'est pas ça l'idée. Il faut sortir de ce réflexe de je suis d'accord, oui, il a raison, il a tort. C'est pas ça. Ça nous contamine le cerveau, ça utilise nos ressources dans le mauvais sens. Je te dis un truc, regarde. Quand tu as une question que tu veux aborder, qui peut être un problème, peu importe, personnel ou national, ou peu importe, tu dois le lire à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs manières de le voir. Il y a peut-être une manière idéalisée de le voir, il y a une manière romantique de le voir, il y a une manière hegelienne, une manière marxiste, une manière chrétienne, tu vois, une manière nietzschienne de le voir. Et cette vidéo, je peux la réenregistrer complètement et partir sur une vision purement nietzschienne de exactement les mêmes phénomènes dont je viens de te parler, tu vois. Elle sera différente. Mais, alors, elle sera différente. Mais alors, qui a tort, qui a raison? C'est pas ça la question. C'est que la solution se trouve, et peut-être là je vais devenir hegelien d'un coup, la solution se trouve probablement dans l'harmonie de tous les éléments, de tous les étages, de tous les strates. D'accord? C'est un peu, j'utilise le mot entre parenthèses, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est un petit peu peut-être kabbalistique comme approche également. C'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs degrés de lecture, et chaque degré de lecture nous apporte un enrichissement, nous apporte un sens. Il n'y a aucun niveau de lecture qui est exhaustif, qui apporte le sens de manière à ce qu'on n'ait plus besoin des autres, mais en réalité, il faut lire plusieurs niveaux, plusieurs niveaux, plusieurs niveaux, et après, quand tu les combines tous,
tu as quelque chose qui s'approche peut-être de la réalité ou de quelque chose d'énergétiquement vrai. Pas nécessairement vrai. Je ne pense pas que nous, les humains, nous puissions accéder à la vérité avec un grand V. Hein, là, c'est une dialectique kantienne. Mais ce qui est possible, c'est avoir, par exemple, imagine plusieurs lumières qui arrivent sur un prisme, qui va les converger. Tu as les lumières de l'arc-en-ciel qui convergent sur un prisme, et après, tu as une lumière blanche de l'autre côté. Tu as une lumière pure, blanche. OK? Donc, c'est cette convergence qui va donner de la lumière. Et la lumière blanche comporte toutes les autres. Donc, la solution qui est énergétiquement vraie à notre niveau comporte toutes les autres, tous les autres niveaux de lecture. Donc, je te disais, on va continuer. On va continuer et je vais te donner peut-être un exemple pratique. On va parler du couple. Est-ce qu'il y a moyen de lire le couple d'aujourd'hui dans une dimension de matérialisme philosophique? On peut lire le couple d'aujourd'hui sous un angle freudien, si on veut, ou sous un angle chrétien, ou sous un angle musulman, ou sous un angle peu importe. Mais on va l'étudier sous un angle marxiste. Est-ce que ça veut dire que c'est le seul angle de lecture? Non, c'est pas vrai. C'est un des angles de lecture dans lequel il y a une énergie. Si tu la fais converger, ça te donnera peut-être quelque chose qui énergétiquement est proche d'une solution. Tu vois, c'est juste une question d'énergie. Ok? Donc, je te dis un truc. Pourquoi je ne veux pas le faux et le vrai? Il est d'accord et il n'est pas d'accord. Parce que, tu sais, si vous me permettez, juste entre parenthèses, je mets peut-être dans un référentiel chrétien, tu sais que la majorité des gens ne sont pas assez méchants ou assez mauvais pour mériter l'enfer. Et la majorité ne sont pas suffisamment bons pour mériter le paradis. Tu vois ce que je veux dire? La majorité des choses sont entre les deux. La majorité des choses qui nous entourent sont énergétiquement ni vraies ni fausses, elles se situent quelque part entre les deux. Alors oui, il y a certaines plus proches du faux, d'autres plus proches du vrai, mais voilà, le vrai absolu, le faux absolu ne nous sont pas accessibles. L'un, c'est le miroir de l'autre quelque part. Hein. Parce que si tu pouvais accéder au faux absolu, par son image miroir, tu pourrais accéder au vrai absolu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ni l'un ni l'autre ne te sont accessibles. Parce que accéder à l'un, automatiquement, ouvre la porte à l'autre. Ok, ça dépasse. C'est au-delà, c'est peut-être même au-delà de la dimension dans laquelle nous vivons. Mais revenons à notre histoire. Parce que j'ai pas envie de l'oublier. C'est pas une vidéo scriptée. J'ai pas de papier, j'ai rien. Donc là, je suis en train de suivre un chemin et c'est un chemin très fragile. Il faut que je garde la ligne directrice. Donc, je disais, réfléchissons à une histoire d'un couple d'aujourd'hui. Alors, tu as le mari, qui travaille. Il sort travailler. Mais tant que la femme est au foyer, donc on va peut-être prendre le couple type des années 60, avant ou 50, avant que la femme ne commence à travailler. Mais après, on va le faire évoluer, t'inquiète pas. Hein. On va le faire bouger, on va le faire arriver à aujourd'hui, à chez nous, maintenant. Alors, si tu prends ce couple-là, l'homme, il fait quoi? L'homme, il sort travailler. Il travaille dans quel genre de système? Il travaille dans un système, on va dire, capitalistique. Ça signifie il est dans la classe des oppressés. Il va travailler, il va fournir un surplus de valeur qui sera capturé par son employeur, qui sera capturé aussi par l'État. Une fois qu'il reçoit de l'argent en main, il va le distribuer autour à des petits capitalistes. Il paiera le loyer à l'un, il paiera l'essence à l'autre, il paiera la voiture à l'autre, et puis finalement, il lui restera des miettes. N'est-ce pas? Donc c'est la vie du mari. Maintenant, la vie de la femme qui est au foyer, elle ressemble à quoi? Et là, vous savez, je vous dis un truc, je crois que statistiquement, ce canal est plus vu par des hommes que par des femmes. Donc, quelque part, voilà, on aura peut-être des commentaires de femmes, mais on n'en aura pas beaucoup. Mais je vous dis un truc. Regarde, la femme, au foyer, elle vit dans quel système? Regarde, l'homme, puisque c'est lui qui travaille, qui apporte l'argent, va louer ou acheter ou fournir, peu importe, fournir une maison. Il va fournir une cuisine, il va fournir une machine à laver. Et puis, donc, il va fournir une machine à laver, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui sortira de la machine à laver? On va avoir du linge propre qui va sortir de la machine à laver. Il arrive, il travaille, il jette sa chemise, et le lendemain, elle sort propre de la machine à laver. Elle est même repassée. Il achète un fer à repasser dans sa boîte. Le fer à repasser ne peut pas repasser tout seul. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elle, elle va repasser. Il va aller au supermarché
ramener des ingrédients, ramener des tomates, des carottes, ramener de la viande crue, tout ça, des épices, des herbes et tout, et il a un repas sur sa table. Tu réalises qu'il y a une création de valeur de part de la femme. Il y a une plus-value qui est créée. Qui en profite, la plus-value? Elle profite d'une partie de la plus-value parce qu'elle mange aussi. Tu vois, quand elle prépare ce repas, ben, elle va en manger aussi. Quand elle va laver le linge pour son mari, elle lave le sien aussi. Tu vois, donc elle en profite en partie, mais lui en profite aussi. Les enfants en profitent également. C'est quoi comme système? Je te ramène peut-être un peu en arrière. À l'époque de la féodalité, on avait le maître féodal. Le maître féodal était un propriétaire terrien, par exemple. À l'époque, tu ne pouvais pas juste aller comme ça acheter une terre. Ça appartenait à des maîtres féodaux qui étaient souvent issus de noblesse, proches de familles dirigeantes, et puis qui possédaient pratiquement toutes les terres. Toutes les terres étaient à eux, parfois gagnées dans une bataille il y a 500 ans en envoyant les gueux se faire tuer. Donc, je disais, ils possèdent la terre, et puis bon, comme eux, le rejetant, je l'ai dit plutôt dans la vidéo, préfèrent faire de la philosophie, de la politique, de la musique, se poudrer le visage et aller s'esclaffer de rire dans des soirées. Tu imagines bien que aller recueillir les pommes de terre à main nue, c'est pas trop leur truc, hein, parce que leurs mains sont trop délicates. Aller à 5 heures du matin, sortir la vache de son enclos et tout ça, et aller faire le purineur ou le bousard ou autre, c'est pas trop leur truc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ceci. Il y a un gars qui va chez eux, chez donc le propriétaire féodal, voilà, il va lui dire, le seigneur féodal, il va lui dire ceci. Tu as une terre là-bas, tu sais, là, derrière la forêt, hein, près de la montagne. Tu as une terre, tu as une dizaine d'hectares, d'accord? Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu me donnes cette terre, tu me la donnes, et puis moi, ce que je fais, je vais faire ceci. Je vais la travailler, je vais faire pousser dedans, mettons des tomates, et puis je partage avec toi. Ça signifie que je partage le fruit de mon travail avec toi. Parce que la terre, c'est toi qui l'as ramenée. Moi, je ne l'ai pas, je ne la posséderai jamais. Donc, tu me laisses utiliser cette terre et je vais te donner une partie de ce qu'elle donne. Et puis aussi, je viens travailler pour toi également, parce qu'il y avait souvent ça aussi dans la féodalité. Ça signifie, il te dit, bon, d'accord, je te donne la terre, tu la gardes, ok, voilà, toi et tes enfants, tu vas me donner une partie de la production. Donc, chaque fois que tu récoltes, bon, ben, tu vas me donner une partie de la récolte. Mais aussi, j'aimerais que tu viennes dans mes écuries, mettant 3 fois par semaine. J'aimerais que tu viennes dans mes écuries parce qu'on a besoin aussi de gens qui s'occupent de mes bêtes, etc. Donc, tu dois, il te donne les outils de production que lui, il possède, parce qu'il avait le monopole des outils de production, comme aujourd'hui le système capitalistique a le monopole des outils de production, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler pour lui, et en retour, il te permet d'accéder à une partie de l'usufruit. Donc, la femme, revenons à la femme, la machine à laver, d'accord? La machine à laver a été achetée par qui? Elle a été achetée par le mari, qui dans ce cas-là est une sorte de seigneur féodal. Tu vois, on est dans la féodalité à l'intérieur de la famille. Donc, on a le seigneur féodal qui achète la machine à laver, qui achète le frigo, le congélateur, tout ça, les outils de production, tu vois, dont il a le monopole. Et puis, sa femme, eh bien, elle les utilise et puis elle va lui fournir une valeur ajoutée. Donc, le mari vit dans un système capitalistique, la femme vit dans un système féodal. Mais tu vas voir, il y a un transfert de valeur entre le système féodal et le système capitalistique. Pourquoi? Je te dis, imaginons que la femme n'existe pas dans l'équation. Pas seulement dans un couple, on peut trouver toujours un mec qui vit tout seul, c'est pas ça. Mais imaginons que la femme n'apportait pas cette valeur et que l'homme devait payer pour la valeur que la femme apporte. Donc, il devrait, par exemple, chaque jour, emmener ses habits à une laverie qui va le nettoyer, les repasser, tout ça, et venir les remettre dans le placard. Donc, il devra payer. Chaque soir, pour manger, eh bien, il doit payer un traiteur qui doit venir à la maison lui cuisiner, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va lui coûter très cher. Donc, la femme est en train d'apporter une valeur qu'on peut définir de manière numérique. Avec de l'argent, on peut la définir. Elle est en train de faire quoi, la femme? Elle est indirectement en train de subventionner
le capital. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de fournir un nombre de services gratuitement que si l'homme devait payer pour ces services-là, il ne pourrait pas travailler sans exiger que son employeur le paye beaucoup plus. C'est l'employeur qui devrait payer ça. Mais l'employeur, maintenant, sait qu'il y a une femme à la maison et il sait qu'elle fournit beaucoup de services qui coûteraient normalement très cher, mais il n'a pas besoin, tu vois, cet homme a besoin de ces services pour vivre, mais le capitaliste n'a pas besoin de les lui payer en salaire parce qu'il sait qu'il y a une femme qui fait ça gratuitement à la maison. Donc cette femme-là qui vit dans un système féodal, eh bien, elle est en train non seulement de fournir ses services à son mari, mais en plus, elle est en train de subventionner les systèmes capitalistiques. Tu vois le truc? Donc, maintenant, là où ça va empirer, c'est que tu vas avoir une femme, par exemple, plus tard, qui va travailler. Elle va travailler. Donc, elle sort bosser. Que va-t-il se passer? Alors, là, elle est prise entre deux systèmes. Quand elle sort travailler, elle est dans un système capitalistique qui va lui prélever l'essentiel du fruit de son travail, tu vois, comme à son mari, donc elle est soumise aux mêmes contraintes. Mais quand elle rentre à la maison, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit rapidement cuisiner pour le mec qui va venir, rapidement cuisiner pour son enfant et tout ça. Et donc, que va-t-il se passer? À terme, elle se retrouve entre deux systèmes. Elle est ponctionnée dans un système capitalistique dehors et elle est ponctionnée dans un système féodal à l'intérieur. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes s'épuisent aujourd'hui. Beaucoup de femmes, beaucoup de couples éclatent. Et c'est quoi le secret de la longévité de certains couples? C'est des couples qui disent: oui, nous on fait tout ensemble, je aide ma femme dans toutes les tâches de tous les jours et tout ça, on met nos forces en commun, on travaille ensemble, tu vois? Et là, tu as un couple qui ressemble plus à du communisme primitif, où les gens faisaient tout ensemble, qu'à un couple qui ressemble à un système féodal, tu vois? Donc regarde, juste par une pure lecture marxiste basée sur la philosophie matérialiste ou sur le matérialisme philosophique, tu vois qu'on peut démonter et trouver des problèmes de couple et comprendre leur origine sans même avoir besoin d'utiliser un autre niveau. Je ne dis pas que si on n'utilise pas un autre niveau, on n'aurait pas accès à plus d'informations, à plus d'outils, bien sûr. Mais tu as vu que rien déjà sur ce niveau-là, on a énormément de choses. Tu vois, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de réflexions à faire. Voilà, mes amis. Donc, je voulais vous dire ça. Et je finis avec un truc. C'est que quand tu regardes au niveau de la Révolution, il y a un livre de Mitterrand que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai une copie au Royaume-Uni qui est signée par François Mitterrand lui-même. En fait, ça s'appelle Le coup d'État permanent. Et en fait, dans ce livre, il insiste, entre autres choses, sur la continuité de la Révolution. Parce que, et là peut-être je vais vous faire mon Fidel Castro, la, la Révolution, qu'elle soit nationale ou personnelle, n'est pas une... et ça nous trompe souvent, parce que tu sais, quand on est enfant, on a des dates. On a des dates dans le calendrier, on fait la fête. Et là, aujourd'hui, c'est la fête de la Révolution 2. Et généralement, on lui donne une date. Tu as plein de peuples à travers la planète, et chacun, tu leur demandes, fais un radio-trottoir, tu verras, chacun a une date de calendrier. Tu finiras par les avoir toutes. Tu finiras par avoir 366 jours de révolution. En fait, la réalité, c'est que la révolution est quelque chose de permanent. Comme Mitterrand disait, le coup d'État permanent, on peut parler de la révolution permanente. Parce que ce n'est pas parce que tu as fait une révolution personnelle qu'à un moment donné, tu as brisé un carcan et tu as pris une décision radicale. C'est dans la radicalité que ça se fait le plus souvent. Tu prends une décision radicale. Quand j'ai décidé de quitter le Royaume-Uni, c'était une décision radicale. Ce n'est pas une décision hegelienne, ce n'est pas une décision de synthèse. J'ai tenté de faire dans la synthèse, ça signifie essayer de composer avec le système, mais est venu un moment où j'avais besoin d'une transformation révolutionnaire de ma vie. Ça signifie à ce moment-là, c'est plus possible. Parce que ça va à quoi? Ça va à la destruction des deux systèmes en lutte. Alors, soit l'effondrement de l'État britannique, j'attends jusqu'à ce qu'il s'effondre, mais ça peut durer, l'agonie, il est à l'agonie maintenant, mais il peut agoniser pendant 30 ans encore, ou bien j'attends la destruction totale de ma vie. Ou bien l'autre chose, je vais vers une transformation révolutionnaire, tu vois.
transformation révolutionnaire qui commence par se soustraire à ce système. Et là, on a une action radicale. Par contre, un truc, ce n'est pas... Regarde, tu peux dire, oui, mais j'ai quitté le Royaume-Uni, c'est bien, cette année, tout et tout, ça c'est bien. Mais j'ai déjà quitté mon pays de naissance il y a longtemps. J'avais 17 ans quand j'ai quitté mon pays de naissance. Mais alors pourquoi je quitte mon pays d'adoption après? Parce que la révolution est permanente. Ben oui, c'est pas parce que tu as pris une action maintenant et que cette action t'a permis de résoudre un problème et commencer une marche pour changer ta vie, reprendre le contrôle de ta vie, et de ton corps, et de ton mental, et de tes finances, et de ton revenu, et tout, et tout, et tout. C'est pas que c'est pas fini. La révolution, c'est pas une date dans le calendrier. Hein. Je ne peux pas prendre la date où j'ai pris le billet d'avion aller simple pour partir de Londres et dire voilà, ça j'ai fait la révolution, c'est terminé. C'est tous les jours. C'est un travail de quotidien de tous les jours. Parce que quand tu brises un carcan, tu vas découvrir qu'il y a un autre et un autre et un autre. Tu vois, enfin, c'est Shakespeare qui disait derrière chaque voile que je lève, il y a un autre voile ou quelque chose comme ça. C'est ça, derrière chaque voile, il y a un voile et un voile et un voile. Et donc, tu dois les lever. Et pendant que toi, tu cherches à les lever, il y a le système qui cherche à te les poser dessus. Ça signifie pendant que tu casses un carcan, il y a le système qui court pour te mettre un autre, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu as besoin non seulement d'une révolution, mais tu as besoin d'une révolution permanente. Voilà, donc, cette vidéo-là, d'accord, depuis le début, nous étions à 95% dans une lecture, comme j'ai dit, marxiste des choses. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres lectures dans lesquelles il y a aussi des choses à dire et à réfléchir. Et généralement, c'est quand on place plusieurs lectures empilées les unes sur les autres, là, on arrive à quelque chose de très intéressant. Voilà, mes amis, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à ce canal, likez cette vidéo. C'est votre manière de me dire que vous aimez mon travail. C'est comme ça que je juge. Je me dis, voilà, ils sont là, ils aiment mon travail, ils commentent. Ça veut dire ça les intéresse et je devrais leur faire plus de vidéos comme ça. Si je vois que c'est tiède, je me dis, bon, peut-être tu leur as juste donné un contenu qu'ils n'attendaient pas ou qu'ils ne souhaitent pas ou qu'ils ne veulent pas entendre et donc vaut mieux faire autre chose. Voilà, mes amis. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Mon livre, Les Grandes Trahisons, sur Amazon, au format Kindle et aussi au format papier, comme vous pouvez le voir. Et bientôt, tous mes livres arriveront au format Audible aussi. Il y a le livre Toxique qui est déjà au format Audible. Il y a Escrologie qui sera dans quelques temps au format Audible également. Comme ça, pour ceux qui préfèrent écouter des livres, eh bien, ça sera aussi possible. Merci mes amis et restez révolutionnaires. À très bientôt.